Donc, je vais rapidement introduire la séance d'aujourd'hui qui va se passer d'une manière un peu différente des séances précédentes, puisqu'habituellement, on a deux invités. On essaye d'articuler les artistes et les théoriciens. Étant donné la densité, et je vais y revenir, de la réflexion de Ukui, j'ai préféré réserver cette séance entièrement à notre ami. Je vous signale aussi au passage que la prochaine séance, ce sera Giuseppe Longo, qui fonctionnera aussi sur la même, qui a demandé, vu la densité de ce qu'il a à dire, qui sera aussi seul sur cette scène. Cette séance va se passer un peu de manière particulière. Il va y avoir une première partie où Ukui va proposer son approche de l'imagination artificielle, qui effectivement, comme l'a dit Béatrice, est un concept difficile à saisir, relativement nouveau, qui a des avantages et des désavantages par rapport au concept, au buzz concept de l'intelligence artificielle. En tout cas, il permet de créer, c'est un concept qui permet de créer une certaine différence dans le champ aujourd'hui de la réflexion académique et médiatique sur la question de l'intelligence artificielle. Donc c'est plutôt en termes de différentiel qu'il faut concevoir ce concept, plutôt qu'un concept qui serait fermé sur lui-même et qui contiendrait ses propres raisons. Donc ce concept, je vous le rappelle, comporte au moins trois possibilités qui sont articulées les unes aux autres, et c'est dans cette articulation que les choses arrivent. C'est d'abord la capacité des machines, des programmes, à produire des images ou à produire de l'imagination, savoir est-ce que c'est la même chose. Et c'est l'introduction, je pense, dont nous parlera Ukui, entre autres, l'introduction, entre autres, d'images réalistes générées, ce qui est un phénomène relativement nouveau dans le champ de la production visuelle. Le deuxième sens, la deuxième signification, c'est la manière dont nous imaginons les machines, c'est-à-dire l'imaginaire que nous projetons dans les machines, et le fait que, bien sûr, les technologies, on peut avoir une approche matérialiste des technologies, mais aussi une approche idéologique, bien sûr, du champ technologique. Et le troisième sens que ça investit, c'est bien évidemment que ces deux approches permettent de redéployer, de redéfinir la question de l'imagination de façon générale, finalement, qui est un concept dans l'histoire occidentale qui, je crois, est ambivalent et mal placé et important, très important dans l'histoire de la pensée occidentale, et en même temps un peu à côté d'une place centrale. C'est une position assez difficile. Donc peut-être que c'est aussi un regard de biais pour s'interroger sur l'imagination. Alors pourquoi on a souhaité inviter Hugues aujourd'hui? D'abord parce qu'il a, et je pense que pour ceux qui ont été sur son site, il a une production de textes académiques tout à fait importante, qui porte principalement, bien sûr, sur la question de la philosophie de la technique. Il faut indiquer tout de suite que, d'après ce que j'ai lu, en tout cas, c'est une connaissance théorique, mais c'est aussi quelqu'un qui est passé par la programmation informatique, donc qui a aussi une connaissance concrète, et donc qui n'a pas qu'une conception abstraite de ce que c'est que l'informatique, mais qui sait ce que c'est que rentrer dans du code, tout simplement, qui a une expérience mentale, physique assez particulière. Il a écrit deux ouvrages, qui sont parus tous les deux en 2016, en langue anglaise. Donc, On the Existence of Digital Objects, qui est, je crois, un résumé de sa thèse de doctorat. Je parle sous ton contrôle. Et The Question Concerning Technology in China, et qui est, alors là, un livre tout à fait surprenant que je suis en train de lire, qui est un livre qui essaye, mais je parle encore sous ton contrôle, vigilant, d'évaluer la possibilité d'une philosophie de la technique en Asie, alors pas seulement en Chine, mais aussi, puisque... il y a tout de même aussi du Japon et de l'école de Kyoto, je pense, dans ton ouvrage, donc dans le bassin asiatique. Et ce livre est d'autant plus étonnant qu'il commence par l'idée qu'il n'y a pas de philosophie de la technique en Chine. Et que, globalement, elle est d'une certaine manière à constituer. L'immense intérêt de cet ouvrage, moi que je n'ai pas terminé, mais que je trouve absolument passionnant, c'est qu'il aborde la question de la technique d'un point de vue extra-européen, en dialogue bien sûr avec l'Occident, mais avec une autre vision de l'Occident. Quand on discute avec des gens qui sont plutôt dans le champ économique, des agents économiques qui travaillent ou qui sont intéressés par la Chine,
dès que je parle de ce livre, les gens sont extrêmement intéressés parce que visiblement, il y a une lacune de penser ce qu'est le régime de la technique en Chine. Donc peut-être qu'on y reviendra. Alors, le travail de Huyck, comme j'ai dit, est extrêmement large. Sa production académique est très importante. Elle s'articule autour de plusieurs auteurs, mais dont le champ, cette année, encore a augmenté avec, je pense, l'intégration de l'idéalisme allemand. Et comme vous le verrez, ça devient extrêmement conséquent. Donc, il y a une très forte filiation avec Bernard Stiegler, ça n'aura échappé à personne. Une très forte articulation entre Simenon et Heidegger, qui est l'une des intuitions de Stiegler, que Huyck va reprendre à son compte et va redévelopper, d'ailleurs, je pense, dans une direction légèrement différente, je crois. Plein d'autres auteurs. Il y a un certain nombre de concepts, mais vraiment, malgré son jeune âge, c'est une œuvre déjà très ample sur la question de la technique, et ça fait partie des philosophies de la technique contemporaine très importantes aujourd'hui. Huyck s'intéresse entre autres au principe d'individuation présent chez Simenon, c'est extrêmement structurant chez lui, d'indétermination. Il a abordé aussi la question de l'anthropocène dans sa relation aux technologies, et également de la relation entre la contingence et l'accident. Je pense que, suite à la discussion qu'on a eue ce midi, je pense que c'est d'ailleurs l'objet de son prochain ouvrage, de réélaborer cette question de la contingence dans une philosophie de la technique. Avec des questions qu'on a déjà un peu abordées lors de la conférence de Catherine Malabou, et qui nous semblent finalement, qui ont progressivement émergé autour de la question de l'imagination artificielle. C'est cette question assez technique en philosophie du transcendantal qui est apparue un peu comme ça, qui est une question assez technique. Alors c'est vrai qu'elle apparaît technique a priori, mais je dirais, on essaiera tout de même de la rendre concrète et d'en voir l'intérêt concret. Et cette question de l'empirisme transcendantal, c'est-à-dire, qui sont deux notions qui semblent s'opposer, mais qui est une expérience. Est-ce qu'il y aurait une expérience transcendantale, et est-ce que l'imagination ne serait pas cette expérience? C'est aussi cette question autour duquel on tourne, qui là encore peut sembler technique, mais c'est la question de savoir, mais qui ne l'est pas finalement, qui est la question de savoir, est-ce que le transcendantal est affecté par les dispositifs techniques? Est-ce que l'a priori, qui normalement n'est pas affecté par l'a posteriori, est-ce qu'il serait affecté aujourd'hui par les dispositifs techniques, ce qui explique le thème de l'imagination dans un cadre philosophique. Alors, je signale que Huyck, à ma connaissance, a aussi une implication politique, tout de même. En tout cas, il l'a eu un moment. Je ne sais pas quelle est sa position maintenant, mais il a écrit, je crois, un article avec David Graeber lors des différents mouvements Occupy, qui a été publié dans Le Monde en octobre 2014, et aussi pour vous montrer que la question de la mondialisation politique, dans le cadre à base de technologie, est une question qui intéresse aujourd'hui la personne qui va parler. La manière dont ça va se passer, c'est que donc Huyck va faire son exposé, qui sera, il m'a prévenu, qui sera dense, comme à son habitude. Ensuite, je reviendrai à ses côtés et j'essaierai de reprendre avec lui des points qui me semblent problématiques à redévelopper. J'essaierai également avec lui d'élaborer la question de la relation entre ce qu'il a dit et l'art, la production artistique contemporaine, avec des exemples d'œuvres concrètes. Et ensuite, bien sûr, le débat sera totalement ouvert et toutes les précisions demandées, lui qui répondra avec le plus grand bonheur. Donc je laisse la parole. Bon, merci beaucoup pour l'invitation. Et ça me fait un grand plaisir d'être ici. Mais je dois dire que je suis très nul sur l'esthétique. Donc, quand Grégory m'a demandé de donner un titre, je lui ai donné un titre qui est le plus vague que j'avais en tête. C'est Imagination infinie.
Et il a ajouté le mot technologie au milieu, mais en fait, ça n'a pas aidé à comprendre, à mieux comprendre. Donc, j'ai retiré le mot technologie et j'essayais de reprendre certaines idées que je suis en train de développer dans un livre que j'écris, je suis en train d'écrire sur la question de la contingence. Mais on va parler de l'infini. Bon, donc avant d'aborder la question de l'imagination artificielle, un thème qui est aussi vague que l'imagination et infini, je vous propose de poser deux questions fondamentales. Qu'est-ce que l'imagination? Que fait l'imagination? Je dis fondamentale parce que sans avoir élaboré ces questions, nous risquons d'échouer à comprendre l'imagination artificielle en la concevant comme une production machinique d'images selon les algorithmes complexes hors de la compréhension humaine. C'est pourquoi aujourd'hui on parle souvent de black box. C'est vrai que les machines aujourd'hui, en particulier, c'est qui sont dotées d'algorithmes d'apprentissage statistique, c'est ce qu'on appelle la machine learning, sont capables de produire des images qui nous surprennent. Voilà, ce sont les images qui sont produites par un algorithme de machine learning. Les machines sont devenues de plus en plus puissantes au niveau de leur précision et de leur sophistication. En conséquence, on considère qu'elles peuvent remplacer le travail manuel, mais aussi les créations artistiques, comme ce qu'on a vu ici. Néanmoins, je voulais montrer précisément qu'avec l'imagination, il ne s'agit pas seulement de la production des images. Il y a une sorte de fanatisme à vouloir comprendre les machines comme l'équivalent des êtres humains, car d'une part, cela nous parle, mais en plus, cela nous empêche de voir le problème que nous appelons ici, en suivant Immanuel Kant, conflit des facultés. Donc, cette image-là, c'est l'algorithme pour du système CAN, Creative Adversary Network. C'est un algorithme basé sur les réseaux neurones. Donc, il fait il peut étudier les images artistiques et puis juger si leurs productions sont artistiques ou pas. Voilà, donc c'est ce qu'ils ont produit. Et selon un sondage, et les gens qui ont fait le sondage, ils ont trouvé que les images produites par les machines sont plus intéressantes que ces produits faits par les artistes. Aborder la question de l'imagination, c'est aussi répondre à la question de l'esthétique. Nous savons que dans Esthética d'Alexander Baumgarten, je ne sais pas l'image, le philosophe, c'est un livre qu'il a publié, c'est le premier livre sur l'esthétique publié en 1750. Le philosophe essaye de développer une logique de l'imagination qui cependant occupe une place inférieure à l'intellect pur, ainsi qu'elle ne peut servir à une fin plus haute qu'elle, comme la morale. Avec ce terme imagination artificielle, nous allons situer la logique de l'imagination dans une nouvelle, l'époque de la création machinique, dans laquelle l'homme est opposé à la machine et est mis en concurrence économique avec elle. Nous vivons quotidiennement avec cette imagination artificielle qui nous propose un ou une amie sur Facebook ou nous recommande un livre sur Amazon. Ces machines et ces algorithmes pénètrent dans le temps et l'espace comme un processus participant à la constitution de notre environnement dont les normes sociales
deviennent de plus en plus dépendantes des épistémologies des algorithmes, nous vivons dans une époque où la bêtise et l'efficacité se superposent. Cependant, c'est aussi vrai que le calcul à une grande échelle commence à nous conditionner, par exemple à travers l'usage des capteurs, comme ce qu'on peut voir sur l'image, et caméras dans les smart cities pour faciliter le contrôle du trafic routier. Le mot imagination se banalise quand il est réduit à une logique préemptive du calcul. La question de l'imagination artificielle doit être située dans un contexte plus vaste par rapport à l'éducation esthétique, la création artistique, ainsi bien que politique, en vue du rôle que joue la machine dans la prise de décision et la structuration des milieux. Quand je dis l'éducation esthétique, je fais référence à Friedrich von Schiller. L'éducation esthétique ne veut pas dire une éducation artistique formelle, académique, mais implique de cultiver une sensibilité, et je souligne le mot, sensibilité vers les formes esthétiques. Schiller répond à un problème de son époque qui ressemble beaucoup à la nôtre, c'est-à-dire une confrontation entre les lois de la nature et la liberté humaine ou la raison. Ici, Schiller reprend la troisième antinomie d'Emmanuel Kant. Ce dernier l'expose dans la critique de la raison pure comme une tension entre les lois de la nature et la liberté. Donc, une antinomie, pour Kant, c'est deux propositions opposées, mais chacun a sa raison. Chacune a sa raison. Et donc, la tâche est de résoudre cette opposition entre les deux thèses. Il y a la thèse, la causalité d'après les lois de la nature n'est pas la seule forme de causalité à partir de laquelle on peut déduire l'ensemble des phénomènes du monde. Il est donc nécessaire de supposer, en outre, une causalité par la liberté pour expliquer ces phénomènes. Donc il y a que les lois de la nature. Il y a la liberté qui peut expliquer qui est de réel les lois, qui est plus supérieure que les lois de la nature. Antithèse, il n'existe pas de liberté. Tout dans le monde a lieu d'après les lois de la nature, donc il n'y a pas de liberté. Il n'y a que les lois de la nature. Schiller est également un Français, donc il a essayé de résoudre l'antinomie proposée par Immanuel Kant. Schiller est également un Français par la Révolution française, qui lui présente une tension irréducible entre la domination de la raison et la liberté des individus. Schiller propose de résoudre cette tension par un troisième terme, celui de l'art. Dans cette construction de la relation esthétique, prendre une fonction organologique. Il est organologique parce qu'il se présente comme une force unificatrice. Une force unificatrice constituant la forme vivante. Et si je disais tout à l'heure, je vais expliquer ce terme, la forme vivante, plus tard. Et si je disais tout à l'heure que Schiller pose une question pertinente pour notre époque, c'est parce que l'imposition de la rationalité sous la forme du calcul nous est arrivée par le biais de son élaboration dans la politique transhumaniste, ce qui exige une nouvelle discussion philosophique au-delà de l'humanisme et la naïveté des post-humanistes. La première partie, l'artificialité de l'imagination. Que signifie l'imagination artificielle? Tout d'abord, je voulais montrer que l'imagination est fondamentalement artificielle. Donc, il n'y a pas d'imagination pure. Certes, le mot imagination porte en lui déjà l'image, comme le mot allemand, Einbildungskraft, qui signifie précisément la force de produire image.
avec l'imagination, il s'agit de rendre présent quelque chose qui n'est pas encore présent. Dans les dialogues de Platon, les mots grecs qui dessinent l'imagination sont eikasia et fantasia, conjecture et fantaisie. Conjectuer, c'est-à-dire anticiper ce qui n'est pas encore arrivé. Fantasmer, c'est-à-dire concevoir quelque chose qui n'arrive pas normalement. Précisément parce que l'imagination est un acte libre qui commence avec quelque chose qui lui est donné pour arriver à un but correspondant à sa propre capacité et à son désir. L'imagination est une force mystérieuse et c'est pour cela que les poètes et les artistes sont condamnés par Platon. Dans les dialogues de Platon, par Socrate. Dans la critique de la raison pure, Kant dit que l'imagination doit amener le divers de l'intuition à former une image. Ce processus est la schématisation. Il considère que l'imagination transcendantale est le fondement à partir duquel la sensibilité et l'entendement se développent. Voilà, peut-être je dois expliquer, c'est que chez Kant, il y a l'intuition et il y a l'entendement. Voilà. Et dans l'entendement, on peut trouver l'imagination transcendantale qui est responsable pour produire une image unifiée. Donc, Kant considère que l'imagination transcendantale est le fondement à partir duquel la sensibilité et l'entendement se développent. Heidegger décrit l'imagination transcendantale comme une réceptivité spontanée ou une spontanéité réceptive. Mais le fondement de cette imagination reste inconnu, c'est-à-dire que l'imagination transcendantale est une force étrange qui est responsable de la synthèse générale dans la perception. Comme Kant le dit lui-même, la synthèse en général est le simple effet de l'imagination. Elle est une fonction de l'âme. Aveugle, mais indispensable, sans laquelle nous n'aurions aucune espèce de connaissance. Certains d'entre vous savent déjà que Kant, dans l'édition B de la critique de la raison pure, publiée en 1786, c'est-à-dire 6 ans après l'édition A, a lié le rôle de l'imagination transcendantale, et c'est l'entendement seul qui est déterminant pour la schématisation. L'imagination étant réduite à une des 3 synthèses. Alors donc l'importance de l'imagination transcendantale est beaucoup réduite dans l'édition B de la critique de la raison pure. Pourquoi il a fait ça ? Dans son ouvrage « Kant et le problème de la métaphysique », Martin Heidegger examine la signification de cette modification de Kant, mais rétrospectivement, nous savons qu'il s'agit également d'une critique du néo-kantisme qui veut faire de la science, en particulier la science mathématique, le fondement de la philosophie transcendantale. Heidegger, par contre, veut mobiliser cette modification d'Emmanuel Kant pour montrer que le recueil de Kant expose la vraie fondation de la métaphysique, parce que l'imagination n'est pas une opération déterminée logiquement, mais une opération temporelle qui doit être située dans la finitude de Dasein. Dans le 3e tome de la technique et le temps, Bernard Stiegler a bien montré que les 3 synthèses selon Immanuel Kant, c'est-à-dire l'appréhension dans l'intuition, la reproduction dans l'imagination et la reconnaissance dans les concepts. Là, il y a 3 parties qui correspondent à l'intuition, à l'imagination et au concept. Bernard Stiegler a essayé de montrer que les 3 synthèses
dont parle Kant ne peuvent pas former un cercle complet sans prendre en compte une quatrième synthèse qui elle est artificielle. Donc la quatrième synthèse est artificielle parce que la reconnaissance implique que quelque chose a été gardé dans la mémoire. Et cette mémoire exige un support externe. Par exemple, les symboles. En ce sens, le concept d'infini, par exemple, le concept d'infini, ne peut être saisi qu'à travers le signe. Ici, Stigler rejoint Hans Cassirer, un néo-conscient, lorsque ce dernier propose que les symboles ne sont pas les données pures, mais les synthèses qui ne sont pas prises en compte par Immanuel Kant. Avec le cinéma, cette synthèse artificielle est devenue de plus en plus évidente parce que le temps de la conscience est synchronisé avec le temps du cinéma. Nous suivons Stigler ici en nommant cette synthèse la quatrième synthèse. L'imagination implique toujours cette dimension artificielle dans son opération. J'ai essayé de montrer dans mon livre The Existence of Digital Objects que s'il est vrai qu'il y a une quatrième synthèse, celle-ci n'est pas seulement une mémoire ou une forme symbolique, donc c'est une thèse un peu contre Cassirer, et c'est une négociation avec Bernard Stiegler, mais qu'elle procède aussi en elle-même de la capacité d'anticiper. Donc il y a une capacité d'anticipation. C'est pourquoi nous voulons l'associer avec l'imagination artificielle, dont on parle aujourd'hui. Et j'ai nommé cette capacité la potentientielle. Si vous connaissez le travail de Stigler, donc on peut trouver la rétention première, seconde et tertielle, et la protension première et seconde. Mais on ne peut jamais trouver la notion de protension tertielle. Et à l'époque, ça m'a posé un problème. Mais pourquoi la protension tertielle n'existe pas? La protension tertielle, c'est-à-dire que la capacité des machines d'anticiper. Et aujourd'hui, ça c'est évident. Voilà, il y a 20 ans, il y a 30 ans, ce n'était pas évident. Mais aujourd'hui, c'est évident. Parce que si on ne prend pas compte de la protension tertielle, on pensait qu'on peut réduire la rétention tertielle en protension. C'est-à-dire on peut réduire la protension tertielle en rétention tertielle. C'est-à-dire la mémoire tertielle, mais ce n'est pas possible. Et il y a un problème là, c'est que moi, je pense que Derrida et Stigler, ils n'ont pas lu un livre, un manuscrit de Roussel. C'est ce qu'on appelle Bernard Manuscrit. C'est un manuscrit de Roussel qui a resté dans le bureau de Eugen Fink. Eugen Fink, c'était assistant de Roussel. Et le manuscrit a resté dans le bureau de Fink jusqu'aux années 60. C'est après Derrida a terminé son interprétation de Roussel. Et je pense qu'il n'est pas traduit en français. Et ce qui est intéressant est que dans ce livre-là, dans ce manuscrit-là, Roussel il reprend la question de la protension et la retention. Et il a essayé de montrer que la protension ne peut pas être réduite à la rétention. Il y a une grande différence irréducible entre les deux. Et donc, si on veut parler de la rétention tertielle, il faut prendre en compte de la protension tertielle, c'est-à-dire la capacité des machines d'anticiper. Et donc, ça nous amène une autre dimension de temps. À travers la technologie numérique, la quatrième synthèse constitue une humaneutique
computationnelle dans laquelle la relation homme-machine paraît comme un couplage récursif. Et ce n'est pas pertinent, voire faux, de parler de l'imagination humaine et des algorithmes récursifs comme de deux réalités séparées, car le fait est que nous sommes de plus en plus intégrés dans les opérations récursives. Par exemple, avec le moteur de recherche de Google, et ça c'est évident parce qu'on fait partie du système de moteur de la recherche de Google. L'intensification et l'application de la pensée algorithmique est capable de produire ce que Kant Heidegger appelle la synthèse au lieu de la synthèse. La première signifie une passivité pure. C'est-à-dire que les machines y sont toujours avant nous. Si nous suivons l'argument suivant lequel l'imagination est fondamentalement artificielle, nous devons encore clarifier le rôle de l'imagination artificielle qui n'est plus un médium passif de support, mais participe activement au processus cognitif. Cependant, cela ne veut pas dire que l'artefact, avant l'époque numérique, ne possédait pas la capacité d'anticiper. Par exemple, on a la dette. La dette, c'est une prétention tertiaire et ça existe depuis toujours. Là, on est un exemple. Parce que la question de l'imagination est fondamentalement dans la création et l'expression artistique. Mais au regard de la banalité qu'on attribue à ce terme d'imagination artificielle, je pense que là a la capacité de rouvrir la question de l'imagination artificielle en lui donnant un nouveau rôle. Au-delà de l'actualité du design et de l'innovation industrielle, nous devons demander ce qu'est la différence entre l'imagination artificielle et l'imagination créatrice. C'est quoi exactement la différence, si cette différence existe? Je pense que c'est une question importante sur laquelle nous ne pouvons pas nous tourner vers celle que nous avons posée au début de ce séminaire à propos de Schiller. Parce que Schiller a essayé de trouver un moyen de résoudre l'antinomie proposée par Immanuel Kant, c'est-à-dire que la tension entre la liberté et le droit de la nature. Bien entendu, ce n'est pas correct de comparer les machines computationnelles modernes avec le mécanisme de l'époque de Descartes. Et donc de revenir au débat entre mécanisme et vitalisme. Je pense qu'on a bien dépassé cette opposition. Comme Norbert Wiener, je pensais que vous avez un séminaire sur Norbert Wiener ici, non? Norbert Wiener, on a déjà formulé l'objection dans les premières pages de son livre « Cybernétique », dans lequel il a comparé le temps newtonien avec le temps bergsonien. Et si le temps newtonien signifie un temps réversible ou mécanique, et le temps bergsonien un temps biologique ou organique, cette opposition est rendue obsolète par la cybernétique. Parce que les machines cybernétiques dotées d'un feedback dysfonctionnel ne sont plus purement mécaniques. C'est aussi cette équivalence entre machine et l'organisme dont parle Wiener, dans la cybernétique qui est critiquée beaucoup par Gilbert Simondon, car cela reste une erreur philosophique du même type que celle que fait Descartes dans sa comparaison entre l'homme et la machine, c'est-à-dire de faire une équivalence entre l'homme et la machine. Simondon s'inscrit dans la ligne de pensée de Georges Canguilhem lorsqu'il propose une pensée organologique au lieu d'une mécanisation de l'organisme. Il est également problématique de mythifier l'imagination artificielle. Je vous donne un exemple. Certains sont fascinés par ce que l'on appelle non-supervised machine learning. On a parlé l'autre jour avec et pensent qu'il y a une autonomie dans l'algorithme parce que le
le but n'est pas donné préalablement. Mais cependant, c'est un malentendu parce que non-supervision ne veut pas dire que l'algorithme a pour fonction de classer les données sans structure a priori. Certes, il y a plusieurs manières d'expliquer les différences entre l'imagination artificielle et l'imagination créatrice, mais je voulais l'apporter à partir de la notion d'infini pour les deux raisons suivantes. Premièrement, la notion d'infini est au centre de ce que propose Schiller par rapport à l'éducation esthétique qu'on va discuter tout à l'heure. Et l'imagination artistique est celle qui peut inscrire l'infini dans le fini. Donc je souligne la notion, la phrase, l'inscription de l'infini dans le fini. Deuxièmement, certains pensent que l'imagination humaine est infinie. Par contre, l'imagination artificielle serait finie et limitée. Mais cela n'est pas forcément une bonne manière de distinguer les deux. Précisément parce que les machines computationnelles sont dotées d'une capacité de traiter la question de l'infini en fonction des symboles. Ce que nous voudrons montrer, ce sont les différentes notions et les différentes manières de penser l'inscription de l'infini dans le fini. La première notion d'infini est le mauvais infini au sens d'Hegel. Il s'agit d'un infini qui répète son pouvoir produire une différence qualitative, au sens où, par exemple, l'addition à l'infini est une répétition sans fin. Ou avec un exemple plus sophistiqué, quand il s'agit de trouver le nombre premier le plus grand, au-delà de ce que les opérateurs, qu'ils soient humains ou computationnels, ont pu faire. Donc dans les années 80-90, si on veut empêcher les autres étudiants de travailler sur la machine, on peut écrire un algorithme de trouver le nombre premier le plus grand, et donc la machine ne va pas arrêter. Donc personne ne peut utiliser la machine. Voilà. La seconde notion d'infini est l'infini mathématique qui est fondamentale au calcul. Leibniz est le penseur de l'infini mathématique. Sa métaphysique et sa mathématique donnent la réponse du concept d'infinitésimal, qui est indivisible, mais son minimum. Nous savons que dans le calcul infinitésimal de Leibniz, une courbe est divisée en infinitésimal et la surface sur la courbe est la somme de toutes les parties. De même que le son de la vague de l'océan consiste en des bruits infinitésimaux, les petites perceptions qui existent même sans être perçues individuellement. Les infinitésimaux ainsi que l'infini peuvent être exprimés par un nombre fini de signes. C'est le principe de base de la philosophie de Leibniz, de la substance, c'est-à-dire que la notion complète de substance individuelle est la monade. C'est un système de signes qui englobe l'infini dans le fini, comme certains d'entre vous le savent. Cela n'est pas acceptable pour les cartésiennes, précisément parce que l'inscription de l'infini dans le fini est basée sur le concept d'organisme qui ne peut être attribué qu'à l'âme. Si cela était vrai, il serait possible d'admettre qu'une pierre a aussi une âme. Leibniz rétorque que les cartésiens pensent plus souvent en termes de signes qu'ils ne le croient. Un exemple simple suffira ici. Pour Leibniz, la valeur pi, que nous appelons un nombre transcendantal, peut être exprimé à travers un formulaire mathématique qui, bien que s'étendant à l'infini, peut néanmoins être saisi dans le fini. Donc c'est avec un
avec ce formulaire, ce qu'on appelle le formulaire de Leibniz, on peut exprimer un nombre infini. La formule de Leibniz peut être simulée avec un algorithme récursif en fonction d'une précision spécifiée, par exemple celui-là. Ici, nous trouvons dans l'algorithme une complétude qui est analogue à la notion complète de substance individuelle selon Leibniz, avec le concept de récursivité. Une telle substantialité est mesurée par la quantité minimum de code requise pour exprimer un tel résultat. C'est aussi la notion pour laquelle le mathématicien Gregory Shettin croit que le principe du meilleur des mondes possible, celui qui utilise les règles minimales pour produire la variabilité maximale des phénomènes, c'est à la fondation de sa théorie algorithmique de l'information. Comme ce qu'il dit Leibniz, parce que Leibniz il a cette idée de meilleur des mondes possibles. Parce que Dieu, c'est possible que Dieu a plusieurs idées, a des possibilités de monde en tête, mais Dieu choisit le meilleur. Donc, Shettin a cité Leibniz pour justifier que ça, c'est aussi le meilleur du monde possible. Du monde possible, c'est aussi le principe de sa théorie de l'information. Mais quand une règle, je lis ici la citation, mais quand une règle est forte composée, ce qui lui est conforme passe par irrégulière, pour régulière. Ainsi, on peut dire que de quelque manière que Dieu aurait créé le monde, il aurait toujours été régulier et dans un certain ordre général, mais Dieu a choisi celui qui est le plus parfait, c'est-à-dire celui qui est en même temps le plus simple en hypothèse et le plus riche en phénomènes. Comme pourrait être une ligne de géométrie dont la construction serait aisée et les propriétés et effets seraient fort admirables et d'une grande étendue. Un algorithme affirme un monde comme une monade reflète le monde dans son intégralité. Les algorithmes construisent le monde à partir de simples axiomes. Cependant, cet infini est un infini numérique. Et chaque image est une matrice de nombres, comme nous pouvons le voir dans l'exemple suivant. Pour que la machine reconnaisse entre plusieurs nombres le nombre 8, elle devra analyser l'image en fonction d'une matrice de valeurs et de vecteurs. La question n'est donc pas de savoir si l'imagination artificielle est capable de l'infini, mais plutôt si elle a un mode spécifique d'inscription de l'infini. Cependant, ces modes d'inscription ont quelque chose en commun. Cet élément commun se retrouve dans ce que Kant appelle le sublime mathématique. Mais il faudra y faire très attention parce qu'une nouvelle lecture de sublime de Kant est nécessaire dans ce cas pour réaborder la question de l'esthétique. Pour cela, nous devrons revenir à Immanuel Kant. L'infini esthétique est analogue à l'infini mathématique. Et il ne peut pas être réduit à ce dernier. De manière analogue, l'infini esthétique a toujours tendance à épuiser l'imagination. Et l'imagination était la force de synthèse, devra être mise à l'arrêt par la raison. Cela signifie que la compréhension seule ne parvient pas à saisir l'objet sublime pour produire un concept, tandis que l'imagination est libre
et provoque progressivement l'intervention de la raison, le sublime mathématique de la machine de compte est le moment où la machine entre dans une boucle infinie de comparaison et de calcul des grandeurs, dans la mesure où une force externe doit intervenir pour empêcher la machine d'épuiser toutes ses ressources. Par exemple, en rencontrant une pyramide, c'est un exemple donné par Kant qui n'a jamais rencontré une pyramide. Donc, quand on est très proche de la pyramide, notre regard repose toujours sur l'appréhension successive, ce qu'il appelle Auffassung, sans pouvoir comprendre ou zusammenfassen la pyramide comme une unité. La raison est cette force qui interrompt et impose sa violence à l'imagination afin de permettre au sujet de comprendre ce qui se passe. Il en va de même pour le sublime dynamique dans lequel le sujet est submergé par l'incommensurabilité, l'incontrôlabilité des données qu'il doit traiter. Voilà la question de l'horreur. Parce que chez Kant, je dois expliquer un peu, parce que chez Kant, il y a deux types de sublime. Il y a le sublime mathématique et il y a aussi le sublime dynamique. Et donc le sublime mathématique, c'est-à-dire que l'imagination essaie toujours de saisir les données pour produire un concept. Donc il continue, mais il n'arrive pas à produire l'image unifiée. Et donc c'est à ce moment-là que la raison doit intervenir, la raison doit imposer la violence à l'imagination. C'est le moment où on a un sentiment de sublime. Nous voyons ici l'abstraction partagée à la fois par le sublime mathématique et le sublime esthétique. C'est pourquoi je pense qu'il est nécessaire de ne voir cela qu'une analogie. Parce que ce qui est crucial dans l'analyse de sublime, c'est la question de la liberté. Et je pense que, parce que sinon on peut faire une comparaison, on peut dire qu'il y a une équivalence entre l'imagination dans le sublime esthétique et dans le sublime mathématique. Et je pense que la reformulation de la question kantienne par Schiller est pertinente ici, quand on a parlé de la beauté et du sublime en rapport avec la nature. Il n'a pas parlé de l'art. Dans la troisième critique, il n'y a pas d'exemple sur l'art. Il parle toujours de la nature. Ce sont Schelling et Hegel qui reprennent le concept de sublime et l'attribuent à l'art en général. Et ça, c'est très, très important si on veut étudier la philosophie de l'art chez les idéalistes. Pour Schiller, le passage à l'infini ou à l'illimité par l'esthétique et la réalisation de l'humanité. Parce que Schiller est un humaniste. Il propose un humanisme. Mais il parle d'un passage à l'infini, où la pulsion de jour, c'est-à-dire que la pulsion de jour, le Spieltrieb, surmonte la détermination de la pulsion matérielle, dominée par le sensuel, et la déterminabilité de la pulsion formelle, dominée par la raison. Je vais expliquer un peu, c'est que au début du séminaire, je propose que Schiller essaye de résoudre l'antinomie kantienne. Et donc, il y a deux parties opposées. Voilà, comme on voit ici, il y a la pulsion matérielle. On peut le comparer avec les lois de la nature. Voilà, donc c'est sensuel. C'est le désir. Et aussi, il y a la pulsion formelle. C'est comme la raison. C'est qui donne forme. Et donc, il y a une opposition entre les deux. Et ce qu'il propose Schiller est
est une Aufhebung. En fait, Hegel il a pris le concept de Aufhebung de Schiller, ici, c'est-à-dire par le troisième terme, de puissance de jeu. Là n'est pas quelque chose qui relie les deux, parce que l'écart entre les deux, est infini. Mais là est plutôt un moyen par lequel la forme vivante, esthétique, résout la contradiction entre le sensuel et le formel. Cependant, ce faisant, il préserve le sensuel et le formel, en les rendant contingentes. Voilà, donc il y a une opposition, mais ce qu'il fait, le troisième terme, est qu'il préserve les deux, certaines parties des deux, en les rendant contingentes, avant de les élever en nécessité. Ah, donc il y a un deuxième mouvement. Ceci Schiller, comment contrer dans la jouissance de la beauté ou de l'unité esthétique, il se produit véritablement une fusion et un échange de la matière et de la forme, de la passivité et de l'activité. Il est par là même démontré que l'infini est réalisable dans le fini et que donc l'humanité la plus sublime est possible. Fin de citation. Pour Schelling, l'unité de l'infini dans le fini est l'unité de la nature et l'esprit, comme les notions spinozistes, natura naturata, natura naturans, constituent l'activité et l'expression de la nature, la contradiction consistant dans la confrontation entre le fini et l'infini, la contingence et la nécessité, et la condition que l'imagination doit rendre nécessaire. Comme dans la tragédie grecque, une contradiction est présentée comme une nécessité. Et c'est l'art héroïque qui surmonte une telle contradiction et produit le sentiment du sublime. Édipe, l'homme intelligent qui a résolu l'énigme de Sphinx, ne pouvait échapper au destin dont il était déjà averti. Mais en acceptant son destin, il s'est aveuglé et est parti en exil. La tragédie grecque fonctionne selon la réconciliation entre la contingence et la nécessité, le fini et l'infini. La création artistique repose sur cette possibilité de créer une telle contradiction comme nécessité et donne à l'imagination la possibilité de découvrir le réel dans sa liberté. Guidés par ce langage conscient, nous pouvons probablement aussi voir la différence entre l'imagination esthétique en Orient et en Occident, mais en fait c'est Grégory qui m'a proposé de parler de l'imagination esthétique en Occident. Mais je ne peux pas le faire que très brièvement et superficiellement ici, donc je vais faire un tour très, très vite. Comme nous le savons chez Kant, il existe une différence épistémologique entre le phénomène et le noumen. L'expérience humaine ne peut concerner que le phénomène, mais non pas le noumen. Le phénomène, c'est les données qui sont données à nous, c'est-à-dire que les données sensuelles, de sens. L'expérience humaine ne peut concerner que le phénomène, mais non pas le noumen. Précisément parce que les êtres humains n'ont qu'une intuition sensible, mais non une intuition intellectuelle que Kant attribue au Dieu. Donc il n'y a que Dieu qui a l'intuition intellectuelle, qui peut connaître le noumen. Le philosophe de nouveau confucianisme, Mao Zedong, je pense qu'il n'est pas traduit en français, non? Parce qu'en France, on ne connaît que François Julien et Anne Chen. C'est un philosophe, un grand philosophe du XXe siècle en Chine,
Mao Zedong, également traducteur des 3 critiques de Kant en chinois, a tenté de montrer que cette limite imposée, c'est-à-dire que la distinction entre le noumen et le phénomène, cette distinction imposée par Immanuel Kant, est le lieu de démarcation entre la philosophie chinoise et la philosophie occidentale, puisque si la philosophie post-kantienne doit rejeter la spéculation dans le noumen en faveur de la science, parce que la science repose sur les phénomènes. La philosophie chinoise, depuis le commencement, est une investigation de noumen et une culture de l'intellect pour passer au noumen ou au terrain de l'existence sans être victime de la suvématie, le fantasisme que Kant a critiqué les philosophes spéculatifs. Ce n'est pas notre priorité ici de justifier la revendication de Mao Zedong de philosophe chinois, mais si nous suivons son analyse du néo-confucianisme, c'est-à-dire entre la Song Dynasty et la Ming Dynasty, il n'est pas sans raison de prétendre que le noumen ou l'infini est la poursuite de la philosophie chinoise et de l'art chinois. Qu'est-ce que cela signifie pour la création artistique et l'imagination? Les psychologues ont essayé d'affirmer que la différence entre une peinture zen-bouddhiste et une peinture occidentale réside dans le fait que la peinture zen-bouddhiste est centrée sur le fond, tandis que la peinture occidentale, qu'elle soit nature morte ou paysagère, met l'accent sur la figure. Donc ici, on reprend les concepts de figure et de fond proviennent de la psychologie de Gestalt ou la psychologie de la forme. Et donc, la différence selon ces psychologues, c'est que la peinture zen-bouddhiste repose sur le fond et la peinture occidentale sur la figure. Mais cette comparaison est largement reprise, mais elle n'est pas sans problème en termes de précision philosophique. Depuis les peintures orientales, en particulier les peintures de paysages et les peintures zen-bouddhistes, nous trouvons des passages en noumen, signifiant des moyens par lesquels l'imagination peut jaillir dans l'infini. C'est ce passage du fini qui est la peinture à l'infini, qui caractérise l'esprit de la création artistique en Orient. Si vous regardez une peinture de paysage chinoise, elle ne reflète pas la perspective de paysage. Il ne suit aucune géométrie projective, mais elle tente plutôt de produire un passage au-delà de l'image. Que signifie précisément ce passage du fini à l'infini, en contraste avec ce que nous avons dit avant concernant l'inscription de l'infini dans le fini chez Scheler et chez Schelling. Nous parlons de 2 passages ici, mais ces 2 passages ont impliqué l'imagination au-delà de l'image. Tandis que dans la pensée orientale, une telle énonciation n'est pas présentée comme une contradiction, mais nécessairement un sort avec lequel l'imagination reçoit l'harmonie de la cosmomorphose. J'utilise un mot de Pierre Montebello ici. L'imagination artificielle, ainsi puissante soit-elle, s'attarde sur l'infini mathématique. L'imagination, l'infinitésimal de Leibniz ou le transfini, en fait c'est transinfini, de Cantor sont des concepts mathématiques et métaphysiques touchant à l'infini en tant qu'ils se concrétisent à travers les symboles et les algorithmes récursifs sont produits une contradiction. Cependant, dans l'art, la relation entre le fini et l'infini prend une autre forme d'expression, et c'est précisément la différence entre l'imagination et l'imagination artificielle.
Il ne s'agit pas de la production de l'image, mais plutôt des passages au-delà de l'image. La dernière partie. Quelqu'un pourrait vouloir poser la question suivante. Ne défendez-vous pas les facultés humaines contre les facultés artificielles, comme ce qui fait Schiller pour fonder un humanisme à son époque? Mais le contraire est aussi vrai, puisqu'il n'y a pas de faculté humaine à défendre. Comme j'ai dit au début de séminaire, l'imagination est toujours artificielle. Ce qu'il faut éviter, c'est davantage de comparer les deux facultés comme si l'un était la simulation ou l'imitation de l'autre, et ainsi plutôt de reconnaître la conflit des facultés dans l'humanisme, dans l'inhumanisme. J'en prends le mot l'inhumain de Lyotard, dont je vais parler tout à l'heure. Ces comparaisons sont généralement soulevées en raison de considérations économiques, par exemple dans l'analyse marxiste. Ce que nous avons essayé de faire ici, c'est d'élucider les différences et d'établir la relation entre l'imagination créatrice et l'imagination artificielle. Dans le premier temps, nous avons essayé de montrer que l'imagination repose sur et conditionnée par une quatrième synthèse, et qu'en ce sens, elle est toujours déjà artificielle. Dans le deuxième temps, nous avons essayé de montrer différentes manières de penser la relation entre le fini et l'infini, en mathématiques et en art, ainsi que dans la pensée orientale. Et c'est avec les différences irréducibles que j'ai proposé d'éviter une opposition entre l'imagination artificielle et l'imagination créatrice, et ainsi pour éviter une mythification de l'apprentissage statistique, de machine learning ou de l'imagination artificielle, afin plutôt de saisir cette occasion pour restituer l'esthétique ou l'éducation esthétique proposée par Schiller, ainsi que Jean-François Lyotard. C'est dont nous allons parler maintenant. La question est de savoir comment l'imagination artificielle, qui fait partie de la compréhension esthétique, est capable d'ouvrir une nouvelle voie pour résoudre la tension que nous avons mentionnée plus haut. Ou devons-nous admettre que cette imagination artificielle, avec son pouvoir croissant, va nous imposer une détermination plus forte et limiter notre capacité d'agir? Cette fois-ci, non pas par les lois de la nature, mais par le jugement réflexif des machines. L'art nourri de la technologie et des médias tente d'apporter une nouvelle forme d'expérience audiovisuelle au public, mais a-t-il réussi à amener cette expérience au-delà de l'image, où les artistes sont-ils encore égarés par le désir de créer des images, compris dans un mauvais infini qui, autrefois, était appelé progrès. Je pense que Lyotard a vu un problème similaire il y a à peu près 40 ans, quand il a développé son discours autour de postmoderne, dans un article intitulé « Après le sublime, l'état de l'esthétique ». C'est dans le livre L'inhumain, dont on parlait souvent. Lyotard affirme que depuis un siècle, les arts ont plus le goût pour enjeu principal. Et les arts n'ont plus le goût pour enjeu principal, mais quelque chose qui relève du sublime, qui conduit Jacques Rancière à affirmer que, même sans citer Hegel, Lyotard a suivi Hegel en attribuant la forme sublime à l'art symbolique. Lyotard a demandé ce que peut être l'art sans être sacrifié à l'expression de la moralité et de la liberté, comme la nature qui était considérée selon une telle utilité chez Kant. Donc, comme je dis tout à l'heure, invoquant Baumgarten,
l'esthétique a un statut qui est toujours plus bas que l'intellect pur, parce qu'il doit servir à un autre but, c'est-à-dire que la morale. C'est la raison pour laquelle l'imprésentable de l'esthéton, de l'esthétique, constitue l'idée centrale de l'avant-garde. Par exemple, le timbre et la nuance dans la musique et dans la peinture, je cite Lyotard, introduit une sorte d'infini. L'indétermination des harmonies au sein du cadre déterminé, ou encore l'ici émanant insaisible dans la peinture de Barnett Newman. Puisque l'imprésentable est ce qui active la confrontation entre raison et imagination, et qui conduit finalement à l'irreprésentable. C'est-à-dire que unvorstellbar. Le paradoxe de l'art, je cite Lyotard, le paradoxe de l'art après le sublime, c'est qu'il se tourne vers une chose qui ne se tourne pas vers l'esprit, qui veut une chose ou qui l'en veut à une chose, qui ne lui veut rien. Après le sublime, on se tourne après le vouloir. Cependant, l'ambition de Lyotard était non seulement de situer le sublime dans l'art, mais aussi de réfléchir sur la sensibilité, une tâche que Schiller invoque quand il parle de la formation de la sensibilité, la Ausbildung des Empfindungsvermögens, et qui est rendue possible par les nouveaux matériels et les nouvelles opérations machiniques, et dans laquelle il a vu autant une opportunité qu'un désastre. L'art, pour Lyotard, est ce qui peut résister à la barbarie de l'inhumain et qui permet d'éveiller l'inhumain qui est en moi comme quelque chose qui est plus intérieur que moi-même. Ainsi que cite Guillaume Apollinaire, les artistes sont avant tout des hommes qui veulent devenir inhumains. Alors, nous sommes très loin de... j'essaye de faire un lien entre Lyotard, ce dont il parle Lyotard, sur le postmoderne et l'esthétique, avec la proposition de Schiller sur l'esthétique, sur la sensibilité. Et en 1985, Lyotard a organisé une exposition au Centre Pompidou intitulée Les immatériels. Et il y a le concept central de cette exposition est la sensibilité. Voilà, donc il veut revenir à la question de la sensibilité pour, en le rendant comme une tâche politique ou un moyen, un acte politique. Nous sommes loin de pouvoir répondre à ces questions, les questions qui a posées Lyotard et les questions que j'ai invoquées au début de séminaire. Mais aujourd'hui, non seulement la question de Schiller, mais aussi la question de Lyotard doivent être posées de nouveau. La différence était que nous devons penser encore plus dialectiquement que Lyotard à la lumière de l'imagination artificielle. Donc, c'est très long, mais je vais arrêter ici. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, on va continuer par une discussion pour clarifier peut-être certains points. Et puis aussi pour que vous puissiez poser vos questions. Bien sûr, suite à ton intervention, moi j'ai plein de questions, plein d'interrogations, j'imagine que vous aussi. Parce qu'effectivement, c'est dense, mais j'ai l'impression qu'on commence à toucher un peu au fond du problème. Alors, on ne s'est pas coordonné, mais moi je voulais revenir à cette question d'infini. Et on ne s'est pas coordonné, mais comment dire, je vais proposer à ta sagacité. Tu disais, l'art, c'est l'infini dans le fini. Et alors, comme par hasard, et on ne s'est pas du tout coordonné, j'avais à te proposer des œuvres
qui sont dans le champ artistique différents types d'infinis qu'on pourrait catégoriser par rapport à précisément ce que tu dis. Donc je vais les passer en revue, hein, et puis après on en discute si tu veux. Donc j'allais effectivement... Alors, après je reviendrai hein, sur cette question d'infini, mais bon, j'allais commencer par cette série extrêmement célèbre de Monet, Les cathédrales de Rouen, qu'on connaît tous, qui est donc le même objet, la cathédrale, hein, et qui est peinte de multiples fois par le peintre. Donc l'infini là, c'est l'infini de la perception de l'auteur et de la variabilité de la perception. Donc là, on est dans une certaine catégorie d'inscription de l'infini dans le fini. Et j'aimerais juste te proposer aussi que la notion de série, dans le champ de l'art moderne et contemporain, c'est-à-dire des tableaux, des œuvres qui sont dans une forme de sérialité, sont précisément, alors là, quasiment la formule matérielle de l'inscription du fini dans l'infini, puisqu'une une série, même si elle est close à un moment donné, potentiellement, elle pourrait continuer. Elle donne une variabilité qui pourrait l'excéder, parce qu'elle est dotée d'une logique qui n'est dans aucune des œuvres particulières. Non. Je continue comme ça. Bien sûr, Roman Opalka, bon, là c'est l'inscription de l'infini, alors en plus d'un infini très très particulier, donc on connaît aussi cette œuvre, donc je rappelle, Opalka, à partir de 65, chaque jour fait une série de tableaux où il fait une numérotation jusqu'à sa mort. On retrouve le signe infini hein, dans le titre de cette série, et oui, effectivement, dans cette série, alors très bizarrement, c'est en inscrivant sa finitude qu'Opalka va inscrire un infini. Et pourquoi ? Parce que quand on regarde le tableau, on voit réellement le temps de vie d'Opalka. C'est-à-dire que le temps d'inscription et le temps de lecture de cette inscription se correspondent exactement. Donc là encore, il y a une stratégie qui correspond assez précisément hein, à ce que tu racontais. Moi, j'ai pas du tout consulté ton texte avant que tu n'en fasses part. Bon, alors Cheng Ying-Ye, j'ai toujours du mal à prononcer son nom, donc ce performeur taïwanais, avec les performances d'un an. Donc là, encore une série extrêmement connue. Donc c'est un artiste très célèbre qui a fait des performances dans les années 80, des performances qui duraient une année. Et là, toutes les heures, il avait une machine où il devait pointer comme un ouvrier. Et donc toutes les heures, il pointait, et il a fait ça pendant un an. Là encore, une autre stratégie existentielle d'inscription de l'infini dans le fini, puisque l'endurance, là tu as marqué le thème de l'endurance, l'endurance qui excède notre endurance en tant que spectateur, puisque nous ne serions pas capables de ça, nous n'aurions pas le courage, pour le dire simplement, de dédier notre vie à ça, fait que nous sommes confrontés, dans une dimension finie, c'est un an, donc c'est bel et bien fini, à une expérience de l'infini, ou à quelque chose, à cette forme d'infini dont tu parles. Alors, je continue, hein, je passe en revue pour donner des exemples très concrets. Christian Marclay, The Clock, là encore une autre stratégie, donc film très connu, qui dure 24 heures, où Christian Marclay a trouvé des films classiques de cinéma industriel, où on voit une montre, où on entend quelqu'un qui dit l'heure, et à chaque minute, c'est une nouvelle montre qui correspond exactement à l'heure qu'on est en train de voir. Là, infini dans le fini par la synchronisation. Très, très, très étonnant. C'est encore une autre stratégie. John F. Simon Jr., avec cette œuvre aussi connue, Every Icon, de 96, qui est une grille de 32 pixels. Là, on se rapproche un peu de l'infini mathématique, de 32 pixels sur 32 pixels, avec un programme qui balaye potentiellement toutes les possibilités des pixels. Et donc, à un moment donné, des icônes, puisque 32 pixels sur 32 pixels, c'est la taille des icônes informatiques, à un moment donné, sans intention, là on commence à se rapprocher de ce qui nous intéresse, sans intention de sens, une image va apparaître, nécessairement. Mais cette image sera peut-être sans spectateur, parce que le programme fonctionnera, peut-être qu'il n'y aura personne devant, et donc il n'y aura pas de traces anthropologiques
de cette image qui est apparue sans intention de sens, mais qui aurait pu être interprétée comme une représentation par l'être humain. Donc, autre forme de conjonction, de mise en dialectique entre fini et infini au sein d'œuvres d'art. Je continue. Fabien Giraud et Raphaël Siboni avec Last Manoeuvre in the Dark. Donc là, c'est un dispositif qui a été exposé au Palais de Tokyo, qui consiste en, je crois, 250 ou 300 casques de Dark Vador, je ne me souviens plus, qui contiennent chacun un petit ordinateur. Première application des réseaux de neurones à la composition musicale et qui génère une espèce de dark techno lancinante dont la durée est encore là potentiellement infinie, avec encore cette possibilité, cette disjonction dans notre expérience, disjonction sublime et esthétique, entre ce que nous savons que peut le dispositif et ce que nous percevons à un moment donné. Bon. Enfin, avant-dernier exemple, mais là quasiment que chacun est une catégorie en soi. Yan Cheng avec la série Emissary, donc qui là est ce qui a été exposé au PS1 à New York, qui est un dispositif, je dirais, génératif, avec un environnement biologique, environnemental, qui fonctionne par épisode, où chaque épisode reprend les épisodes précédents, un peu comme une série, et où, effectivement, si l'artiste définit le spectre de possibilités, ce qui va arriver entre les personnages, ce qui va arriver au niveau du climat, parce qu'il travaille sur des climats, sur des phénomènes d'évolution temporelle, le résultat est inanticipable. C'est-à-dire ce qu'on voit à un moment donné à l'image, on sait que c'est possible, mais l'artiste n'en a pas fait la prétention, même si la rétention, pour reprendre tes termes, sur l'ordinateur a existé. La rétention sur le support informatique ne permet pas d'anticiper la protension, ce qui va effectivement arriver à un moment déterminé. Enfin, une équipe de... Ah, là j'ai la superposition un peu malencontreuse de... Alors ce que je vais faire, je vais revenir en arrière, je vais arrêter cette vidéo, je pense, et je vais passer, j'espère, à la suivante. Ah, voilà. Donc, qui est un peu bloqué. Alors, donc là, c'est une équipe de l'université de Kyoto qui avait déjà fait une recherche sur les lecteurs neurologiques. Donc là, c'est des lecteurs neurologiques donc qui permettent de capter les ondes alpha et bêta et puis d'autres signaux du cerveau. On présente à quelqu'un l'image que nous voyons, là par exemple un orque, et un réseau récursif de neurones, là un félin, va progressivement reconnaître cette image uniquement à partir des ondes cérébrales et va apprendre des ondes cérébrales. Et donc là, on a une machine qui, effectivement, ou pas, voit la production des images dans le cerveau. Donc c'est une étude, c'est des chercheurs japonais, et je crois que l'article est paru il y a un mois environ. Donc voilà, donc j'ai bien sûr, tu l'auras compris, pas choisi chacun des éléments au hasard, où nous passons bizarrement d'un infini dans le fini, grâce à l'œuvre d'art, qui part d'un infini qui est la subjectivité et la perception de l'auteur, avec Monet, à un infini qui, tout en devenant de plus en plus technologique, s'extériorise de plus en plus et finit par devenir presque une seconde nature. Donc je ne sais pas si tu veux réagir à ces premières propositions. Ah, c'est très bien. Et, Est-ce que peut-être qu'il faut parler d'un micro pour qu'on puisse t'enregistrer tu veux continuer Non, il y aura d'autres choses à dire, mais là, c'est les exemples, c'est les seuls exemples que j'ai à proposer. Voilà. C'est quelques exemples par rapport à ce que tu disais et par rapport à cette inscription concrète de l'infini dans le fini d'une œuvre d'art qui est délimitée. Qu'est-ce que je veux dire sur ces questions-là? Non, merci beaucoup pour ces exemples. Je pense que ce sont des exemples très concrets. Mais je dois dire que ce que j'essaie de faire,
Et c'est sûr qu'il y a des artistes qui travaillent qui travaillent avec les réseaux de neurones, tout cela, pour produire les images qui nous surprennent, comme exactement comme ce que tu as montré. Mais mon point de départ est d'essayer de montrer que dans le discours sur l'imagination artificielle actuelle, aujourd'hui, il y a un grand problème. Le grand problème, c'est qu'on veut toujours essayer de faire une équivalence entre l'imagination artificielle et l'imagination créative. C'est-à-dire l'imagination humaine, comme si les deux sont équivalentes. Et ça, c'est pour moi un grand problème. Il faut problématiser cet essai de faire une équivalence entre les deux. C'est parce que c'est exactement ce qu'on a fait par rapport à l'analyse économique. Pas parce qu'une analyse économique s'agit de remplacer les humains avec les machines, comme s'il y a une équivalence. Même Marx a fait la même chose dans le Gundries. Alors voilà, donc la question, c'est ce que j'essaye de dire est que, bon, il faut d'abord comprendre l'artificialité de l'imagination et, comme ce que tu as montré les images, c'est-à-dire que l'imagination est toujours dépendante des images, d'une artificialité qui nous est extérieure. Mais j'essaie aussi de montrer que, voilà, mais en fait, il y a une grande différence entre les deux, c'est-à-dire que la manière que les réseaux de neurones produisent les images comme ceci, et ce dont on parle par rapport à l'esthétique ou l'imagination créative, et le but est de repenser comment peut-on voilà la situation aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des machines, il y a plus en plus de machines qui participent, qui créent, comme ce que tu appelles, la seconde nature ou une deuxième nature. Et chez Sheila, on parle des lois de la nature, mais aujourd'hui, on parle des lois de la deuxième nature. Voilà, c'est-à-dire que c'est la machine qui nous impose les limites, les règles, tout cela, ça c'est devenu de plus en plus le cas. Et en même temps, il y a aussi cette tentative de revenir à la liberté, à l'infini. Qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment? Est-ce que c'est ça possible de restituer le discours de Sheila à notre époque? Et c'est ce que j'ai proposé. Et ce que j'essaie de faire est que si on veut continuer à analyser, de restituer la proposition, Sheila n'est pas philosophe, mais la proposition de Sheila, il faut reprendre la question de l'infini et question de la forme, c'est-à-dire que l'inscription de l'infini dans le fini. Et voilà ces images, ces techniques de produire les images qu'on peut analyser avec les mathématiques. Voilà, ce sont la réalisation des formules mathématiques. Et c'est pour ça que je défends que, en fait, des mathématiques ils sont très forts à traiter la question de l'infini. Mais quand même, il y a une distinction, il y a une différence. Et cette différence nous permet de restituer la question de l'esthétique. Alors, je pense que dans ce que tu as dit, il était très très clair, et je pense que c'est un acquis maintenant, que le mimétisme, l'idée même de la représentation, que l'intelligence ou l'imagination artificielle aurait comme modèle l'intelligence ou l'imagination humaine, est une mauvaise voie, est une idée simpliste. Parce que ça supposerait que nous saurions ce qu'est l'intelligence ou l'imagination humaine et qu'elle serait sans artifice. Ça, je pense qu'on peut tenir ça un peu pour un acquis. Et je pense que ce qui s'est passé lors de la dernière séance entre Pakou Hardware et Catherine Malabou allait aussi dans cette direction. Bon. C'est-à-dire éviter une pensée mimétique
qui n'évaluerait, et d'ailleurs que dans la séance sur Wiener, Turing, avec Mathieu Triclot, ça avait été aussi clairement exprimé, ce désir qu'avait Turing de ne pas soumettre la machine au régime seulement humain. Bon, ça, je veux dire, je pense que sur ça, il y a un accord. Je voudrais tout de même revenir à cette question d'infini que tu traites, et peut-être de t'interroger sur le fait que, est-ce que tu ne penses pas que dans ce machine au deep learning, il y a la dimension mathématique, mais il y a une autre dimension d'infini qui est, alors pour le coup, pas tellement mathématique, qui est que ces réseaux se nourrissent, doivent être nourris de très très grandes stocks d'informations, des images par exemple, que ces datasets viennent d'Internet, c'est-à-dire qu'ils constituent aussi une accumulation existentielle. Depuis le web de zéro, on a tous alimenté cette espèce de machine. Et que là, on trouve sur Internet un transfini, puisque Internet grandit plus vite que notre faculté à le parcourir. Et que donc s'associe au caractère algorithmique du deep ou du machine learning une autre dimension qui est plus existentielle, plus mémorielle, et qui est effectivement ces datasets accumulés sur Internet et qui permettent de nourrir aujourd'hui les machines. Est-ce que tu ne penses pas là que finalement le machine learning n'est pas seulement réductible à l'infini mathématique et qu'il y a d'autres formes d'infini qui se joignent à l'infini mathématique de type algorithmique? Alors ça je ne suis pas très sûr parce que j'ai fait mon premier diplôme en intelligence artificielle il y a longtemps. Et alors aujourd'hui, tout le monde parle de l'intelligence artificielle. Donc je me demande est-ce qu'on a un grand avancement, un breakthrough dans la technologie de l'intelligence artificielle ou pas? Mais non. C'est-à-dire que depuis les années 80 ou 90, on parle toujours de la même technologie, des mêmes techniques, il n'y a pas de grands changements. Mais pourquoi tout d'un coup, tout le monde parle de l'intelligence artificielle comme si il y a une sorte dans le développement technologique. Mais en fait, la raison est qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on produit de plus en plus de données. C'est les données qui permettent l'intelligence artificielle de devenir de plus en plus puissante. Voilà, c'est les données, c'est pas la capacité. Mais bien sûr, il y a la capacité de calcul des ordinateurs sont beaucoup avancées, mais la raison principale est parce qu'on produit de plus en plus de données, et ce sont les données, parce qu'on appelle aussi les métadonnées, les metadata, et ce sont les données qui constituent un monde. Voilà, un monde. Et on tente de faire aussi une équivalence entre ce monde qui est constitué par les données et le monde qu'on appelait la nature avant. Et c'est pour ça que l'intelligence artificielle il est efficace, parce qu'on a déjà réduit le monde au monde numérique. Avant de passer la parole au public et aux questions, par rapport à ces mises en équivalence dont tu nous préviens, c'est-à-dire d'identifier des phénomènes qui sont différents finalement, et qui sont bien sûr liés, mais qui sont différents. Je signale juste, alors c'est une analogie, mais effectivement dans l'histoire de la peinture, il y avait ce qu'on appelait, il y a eu un très beau livre écrit là-dessus, je ne sais plus, je ne me souviens plus de l'auteur, mais sur le miroir noir, il y avait des peintres qui, pour peindre des paysages, utilisaient un miroir noir qui reflétait mal, finalement, qui assombrissait l'image qu'ils voyaient, pour faire comme un milieu intermédiaire entre le milieu naturel et la peinture. Et que donc ces dispositifs de réduction dans le champ de l'art existent depuis longtemps. Et la manière comment on passe d'un phénomène à un autre phénomène, d'un monde à un autre monde, et comment on transite de l'un à l'autre.
Bon, j'imagine qu'il y a des questions. Il y a peut-être des questions. Peut-être allumer ça. Sinon, je peux... Alors moi, je me posais la question par rapport à l'infini. On parle beaucoup de l'infini, donc des créations et de mettre l'infini en fini. Mais qu'en est-il au fond de l'infini de la machine? Parce que dans les progrès de l'intelligence artificielle, il y a eu le fait qu'on a, de ces dernières années, il y a le fait qu'on a beaucoup de données, le fait qu'on a beaucoup de puissance de calcul, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'on a amélioré l'algorithme, amélioré les modèles, de manière à ce qui permettent de simplifier les choses et de pouvoir apprendre des choses. Dans l'intelligence artificielle, il y a quelque chose d'essentiel qui est la structure du réseau, qui nous permet maintenant de créer des choses et de faire des réseaux créatifs. Et justement, au fond, la question de l'imagination ne se déporte peut-être pas dans la question de l'imagination du réseau, dans l'infini des réseaux possibles et dans ceux qui marchent et ceux qu'on crée. Et donc, au fond, est-ce qu'elle ne se déplacerait pas de la création de l'artiste à la création du réseau et le choix des données de ce qu'on fait? Voilà, je pense que vous avez bien raison quand vous avez dit que voilà, on a amélioré les algorithmes, on a amélioré pas mal de choses dans l'intelligence artificielle. Et il y a une sorte de créativité qu'on n'a pas vue à l'époque, bien entendu. Mais ce que je voulais dire, que alors, il faut revenir à la notion d'infini. Voilà. Parce que tout à l'heure, quand on a parlé de l'infini, j'ai l'impression que tu parles de l'infini au sens quantitatif. Comme les données, voilà, les données sont infinies. En fait, ils sont toujours finis. Hein. Il n'y a pas de données infinies, mais il y a autant de données qu'on ne peut pas compter. Et donc, il y a l'infini quantitatif et il y a aussi l'infini qui n'est pas quantitatif. Et ça c'est une distinction, il y a une grande différence entre les deux. Ce que je dis, quand je dis que avec les formules mathématiques, c'est possible d'inscrire l'infini dans le fini. Cet infini a une référence à l'infini quantitatif. Mais la question pour moi est de resituer la technologie dans un cadre qui, comme ce qu'il a essayé de faire chez l'art, c'est-à-dire que de remettre la question de l'art comme un moyen qui nous permette de passer de fini à l'infini. Mais que veut dire passer de fini à l'infini? C'est pas dire qu'on va devenir, chacun, les individus vont devenir de plus en plus de données ou vont produire de plus en plus de données. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un passage, mais où on va passer, hein, à où on va passer. Ça, c'est pas ce qu'il fait. On peut le faire avec un algorithme, mais ce n'est pas ce qui fait un algorithme. C'est-à-dire qu'avec la création machinique, j'essaie de proposer et de comment resituer ces créations dans un passage de l'infini du fini à l'infini. Je ne sais pas si ça c'est clair. Voilà. Et aujourd'hui, voilà, tout à l'heure, quand j'ai répondu à la question de Grégory, je disais que y a toujours cette tentative de réduire le monde qu'on appelait la nature au monde qui est numérique. Voilà.
Et c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Si on pense aux smart cities, à tout cela, de comment utiliser les capteurs pour capter de plus en plus de données. Mais si j'ai invoqué Sheila au début de cette conférence, et de proposer comment réintégrer cette création ou cette technologie, la technologie, dans un autre cadre, c'est-à-dire que de redonner un usage à la technologie, à l'imagination artificielle, au lieu de dire que bah oui, maintenant les machines ils sont plus capables que nous, ou la capacité des machines nous déborde l'intelligence humaine. Ça, c'est pas... Pour moi, c'est un danger. C'est un danger. En plus, ce n'est pas une discussion féconde. Voilà. Merci pour votre intervention passionnante. Moi, j'ai une question sur le sens de artificiel. Si l'imagination est toujours artificielle, si j'ai bien compris, c'est parce qu'elle fonctionne à partir de la mémoire. On peut donner on peut désigner cette mémoire sous plusieurs termes, on pourrait dire, ou plusieurs expressions. Il y aurait, par exemple, le musée imaginaire, la mémoire visuelle, les traumas aussi, c'est une mémoire. Alors, quand on dit les machines font des images, de quelle mémoire partent-elles? Elles partent d'une mémoire qui n'est pas la même que celle des humains. Elles partent pas du tout d'une mémoire qui serait individualisée. La mémoire d'un humain ou d'une personne, on va dire plutôt une personne même, c'est quelque chose qui est localisé, historicisable, qui est socialisé aussi. Et donc, ma question, elle part aussi sur la question du produit. Quels résultats produisent les machines qui font des images? Quelle est la puissance symbolique de leur production? À mon avis, elle est plus celle qu'on leur attribue, que celle qu'elles pourraient au départ et que pourraient avoir des productions d'imagination humaine. Donc, oui, ça va pas très loin d'avoir une pensée mimétique qui n'évaluerait l'imagination artificielle qu'à l'aune des modèles humains, et en même temps, ça aide. C'est-à-dire, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Notamment, c'est toute cette question du social. Si on dit, oui, les réseaux de neurones, ils sont nourris de datasets qui viennent de l'homme, qui sont existentiels. Je ne suis pas sûre que dans cet existentiel, il y ait beaucoup de social, parce que tout est aplati, tout est horizontalisé et désocialisé d'une certaine manière, et c'est un peu le paradoxe du côté réseaux sociaux. Ça, c'est des questions. Si on dit l'art aussi, c'est quand même une prise de position dans un champ social. Produit de l'imagination humaine, c'est souvent une prise de position de la question du partage du sensible aussi. L'imagination artificielle, elle n'a rien à partager, elle ne se positionne pas. Donc tout ça, c'est des questions ouvertes. Mais pour moi, l'enjeu, là, il est important au sens où si on reprend la pensée de Schiller, son enjeu, en tout cas sur l'esthétique, c'est de former des individus libres par l'activité esthétique. En quoi l'imagination artificielle contribuerait-elle à former des individus libres? Je comprends l'enjeu. Votre enjeu, c'est de réintégrer l'imagination artificielle dans les problématiques de la culture contemporaine, de pouvoir s'en servir, on disait. Mais c'est pas si facile, en fait, de leur donner un usage. Moi, je trouve qu'elles sont muettes, ces images artificielles. Bon, c'est plein de questions... oui, voilà. Il y a beaucoup de points très intéressants et on peut toujours faire une référence à un exemple un peu banal, c'est Facebook. Voilà, donc parce que vous parlez des données sociales et si on prend Facebook comme un exemple, il y a une imagination artificielle. Par exemple, quand Facebook nous propose un ami sur Facebook. Mais en fait, il ne fait pas que ça. Hein. Il y a plein de choses qui nous est invisible. Déjà de l'opération algorithmique de Facebook.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a avec la question de l'intelligence, d'imagination artificielle, et c'est pourquoi j'ai dit que l'imagination ne s'agit pas seulement de la production des images, hein, parce qu'en fait, c'est effectivement ce qui vous fait et aller au-delà des images. C'est pas comme si on prend toujours l'exemple de Facebook. Et avec ces données sociales, ce qu'ils font, c'est dans tous les discours les discours sur la smart city, sur l'avenir sur le smart home, sur le smart, toutes les choses smart, voilà, ils sont pareils, quoi. Et c'est de prendre ces données sociales pour gouverner. Hein? Par exemple, c'est évident sur Facebook et en France, il y a beaucoup de gens qui parlent de ce sujet, ça c'est sûr. Et c'est pour ça, je pense, que c'est intéressant de reprendre Sheila, parce que Sheila il a confronté une question qui nous ressemble, qui ressemble à la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a cette force comme s'il a la raison. Mais on veut commencer que il y a ce qu'on appelle les anti-lumière, les pensées de l'anti-lumière. Il dit que dans les lumières, il y a une séparation entre la tête et le cœur. Voilà, donc la tête, c'est la raison qui est brutale, qui est une rationalité pure. Aujourd'hui, je pense que ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse dans la pensée de Sheila est de comment reprendre toutes ces questions, cette position, et pour repenser l'esthétique. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut... vous avez dit que ça c'est intéressant, mais c'est difficile à répondre. Moi je sais, mais si je pouvais répondre à cette question d'une manière assez suffisante, ce serait formidable. Mais non, je pense la question est que comment peut-on repenser ces questions ensemble avec les artistes comme Grégory, comme les historiens comme vous, de resituer la question de l'imagination artificielle dans un autre cadre théorique, philosophique. Et ça, c'est très important, et c'est ce qui manque aujourd'hui, je pense. Voilà, et je ne sais pas si ça répond à votre question. Dans le cadre théorique que vous proposez, moi je connais trop mal, est-ce que le social intervient? Est-ce que les questions sociologiques interviennent? L'homme situé, donc, il n'aura pas la même imagination que celui qui est là-bas, Ouais. dans l'autre endroit. Ouais. C'est très relativiste, mais ça reste vrai, entre guillemets. C'est du sens commun qui, quand même, a des choses à nous dire. Oui, mais il faut passer de l'imagination à l'individuation. Voilà. C'est-à-dire que de passer parce qu'on a parlé de l'imagination esthétique, mais dans ce cas-là, il faut passer à l'individuation psychique et collective au sens de Simondon. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que dans l'analyse de Simondon, il a dit que l'individuation est toujours à la fois psychique et collective. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer les deux. Hein. Lorsqu'il y a une individuation psychique, il y a une dimension collective. Même dans la solitude, il y a toujours une collectivité dans la solitude. Mais ce qui est... moi, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, c'est-à-dire que quel est le rôle de la technologie contemporaine dans ce processus de l'individuation? Si on regarde un réseau social, on peut facilement trouver que dans les réseaux sociaux comme Facebook,
il y a un découpage entre l'individuation psychique et l'individuation collective. Et pourquoi je dis ça? C'est que pour ça, il faut étudier aussi les images des réseaux. Je dis ça parce que c'est le modèle des réseaux sociaux, ça vient de la psychologie sociale des années 30. Et dans cette théorie-là, je fais référence surtout à un psychologue qui s'appelle Jacob Moreno. Et Moreno, il a proposé un modèle pour les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il a cette idée que la société est composée des individus. Les individus, on peut les nommer les atomes sociaux. C'est-à-dire qu'un collectif est la société est un ensemble des atomes sociaux. Voilà, les groupes sont un ensemble des atomes sociaux. Et ça, on fait que ça, évidemment, c'est un individualisme qui est présupposé dans l'épistémologie des réseaux sociaux. Et je souligne l'épistémologie parce qu'il faut étudier. Il y a deux dimensions. Il y a une dimension ontologique, c'est-à-dire qu'un individu est considéré comme un atome social. Il y a une dimension épistémologique, c'est-à-dire qu'on peut connaître, on peut savoir les relations sociales à travers les lignes. C'est-à-dire qu'un individu, c'est un point sur le papier. Si on fait un lien entre les deux, ça, c'est la relation sociale. Ça, c'est l'enjeu épistémologique. Voilà, mais donc, dans un projet que j'ai fait il y a quelques années ici à Paris, avec Bernard Stiegler, c'était comment problématiser ce modèle. Et pour problématiser ce modèle, il faut réinventer un réseau social, c'est-à-dire une infrastructure alternative qui est, c'est-à-dire que de resituer la question de la technologie des réseaux sociaux dans un autre cadre théorique ou philosophique. Ça c'est un exemple. Et je pense que vous avez bien raison de dire qu'il faut prendre en compte de la question de collective. Mais ce sont les questions très compliquées et il faut les traiter individuellement. Par exemple, les réseaux sociaux, les systèmes de recommandation, tout cela. Donc, voilà, il n'y a pas une solution unique pour répondre à ces questions. Mais c'est la tentative est de reprendre Schelling, la question de Schelling, parce que je pense que la plupart des gens ici travaillent sur l'art, de donner... si je peux utiliser les mêmes phrases que j'ai utilisées tout à l'heure, de donner un autre but, de donner une autre utilité à l'imagination artificielle. Est-ce qu'il y a d'autres... Et donc, je voulais porter l'attention sur la question de l'autonomie, parce qu'on parle beaucoup avec Schiller, on parle de liberté, donc dans le but, ça serait celui de rendre les hommes libres. Mais en effet, il y a aussi la question de l'autonomie. Et il y a cette polémique, par exemple, entre Schiller et Fichte par rapport à l'autonomie de l'esthétique et l'autonomie de l'imagination. Ouais. Et donc je trouve que voilà, on ne peut pas comprendre la question de la possibilité d'une liberté de l'imagination si on ne la conçoit pas comme la question de l'autonomie de l'imagination. Ouais.
Et pour concevoir l'autonomie de l'imagination, je trouve qu'il faut concevoir une imagination qui s'émancipe de données. Donc, pas l'imagination qui a porté à épuiser une règle, comme si c'était juste un combinatoire. Donc, on donne des données dans une règle combinatoire et ça va épuiser la totalité du possible. Donc, ça pourrait être infini, mais en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas autonome. C'est l'obligation d'épuiser quelque chose qui est donné. Et la vision d'une imagination qui, par contre, est autonome et donc s'émancipe de données. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se donner ses propres règles. Et donc aussi produire les données ou choisir les données selon des règles qu'elles se donnent soi-même. Donc s'il y a peut-être une ressemblance possible entre l'intelligence artificielle ou l'imagination artificielle et l'imagination humaine, ça serait du point de vue de la possibilité d'autonomie, plutôt que du point de vue de la vitesse de calcul, de la possibilité d'épuiser en totalité. Et donc voilà, la question est, voilà, comment on peut concevoir cette autonomie de l'imagination? Est-ce que le fait que l'imagination est toujours artificielle, ça signifie aussi qu'elle est toujours autonome d'une certaine manière? Merci beaucoup pour cette question très intéressante, très importante. Je pense que c'est nécessaire de faire une distinction entre l'autonomie et l'automatisation. L'automatisation, c'est ce qu'ils font les machines. L'autonomie, c'est autre chose. Il faut élaborer un peu sur la notion de l'autonomie. Ce qui m'intéresse, comme vous savez, dans la conférence, ce qui m'intéresse, c'est toujours les différents modes d'inscription de l'infini dans le fini. Parce que pour moi, ça, c'est l'inscription de l'infini dans le fini, c'est l'autonomie. C'est-à-dire que, parce que c'est au fond, ça, c'est une contradiction. Ce qui est l'autonome, c'est qu'il peut prendre, il peut permettre une contradiction. Cette contradiction n'est pas une contradiction qui va aboutir à une faute ou à un malfonction, mais c'est de devenir nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut produire une nécessité de la contradiction. Et que veut dire la nécessité de la contradiction? C'est aussi la différence entre la manière de l'inscription de l'infini dans le fini, dans les machines, dans les mathématiques et aussi dans l'esthétique. Et quand Scheler, il a dit quand il parle de la liberté, c'est-à-dire que si d'abord on voit qu'il y a deux sortes de nécessités, il y a une nécessité qui vient de la forme matérielle et il y a une autre nécessité qui vient de la forme formelle. Les deux nous pressent comme la nécessité. Mais pour être autonome, pour avoir autonomie, et de rendre contingente ces deux nécessités. Voilà, c'est-à-dire que les deux, ils ne sont plus nécessaires. Les deux sont contingentes. Ce qui est nécessaire, il s'agit d'une deuxième étape, c'est-à-dire de créer cette possibilité de créer un cadre qui peut inscrire cette contradiction et en ce faisant élève les deux nécessités qui sont déjà contingentes en nécessité. Ça, c'est pour moi la notion de l'autonome qu'on peut trouver chez Scheler, aussi chez les idéalistes. Par exemple, on peut dire aussi chez Schelling quand il parle de sublime. Et donc, ce que je voulais dire, qu'il y a une grande différence entre l'autonomie et l'automatisation. Et la question est comment peut-il l'automatisation servir à l'autonomie? Est-ce que l'automatisation est opposée à l'autonomie?
je ne crois pas. Parce que si on fait une référence à donner 10 €, comment il s'appelle le temps? Ah oui, je vais terminer dans 10 minutes. C'est que quand il parle de comédien, il a dit un comédien doit automatiser le corps. Hein, parce que sinon, on ne peut pas improviser. Et c'est dans ce cas-là, c'est un exemple très simple pour dire qu'en fait, il n'y a pas d'opposition entre l'autonomie et l'automatisation. C'est possible de devenir autonome à travers l'automatisation. Mais il faut faire une distinction entre les deux. Voilà. Sur cette distinction, puisqu'on a un peu dépassé déjà quelques minutes, on va se quitter. Je te remercie énormément pour ce que tu as développé, qui je pense est très précieux dans le développement de ce séminaire, parce qu'il permet de fixer des bornes assez précises finalement, et d'un point de vue intellectuel sur ce qui se faisant, qui sont renseignées aussi d'un point de vue technologique. Je vous remercie. Le mois prochain, ce sera donc Giuseppe Longo sur le bruit aléatoire, je pense, qui abordera cette question de l'imagination de ce point de vue-là, au mois prochain. Merci, monsieur.